Imaginez un instant que tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez et tout ce que vous croyez être n'est qu'un reflet. Pas un reflet du monde, mais un reflet de quelque chose qui vous observe de l'intérieur. Vous êtes-vous déjà demandé qui écoute vraiment ces mots en ce moment? Qui est derrière vos pensées, observant même quand vous ne faites rien? Car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une idée superficielle. Ce n'est pas une théorie de plus. C'est une vérité ancienne et profonde, murée par les sages au fil des siècles et comprise par très peu. Aujourd'hui, vous allez entamer un voyage vers le secret le plus profond de l'univers. Un secret qui peut changer la façon dont vous comprenez votre vie, votre esprit, votre propre existence. Mais il y a quelque chose de troublant. La dernière révélation que vous entendrez aujourd'hui sera la plus puissante de toutes, probablement celle que vous n'oublierez jamais. Si vous sentez que quelque chose en vous s'éveille déjà, écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis le témoin silencieux ». Et si ce message touche quelque chose de profond en vous, si vous sentez que cette énergie mérite de rester vivante et de s'étendre, vous pouvez soutenir cet espace avec un super chat, comme un geste conscient de soutien à cette vibration que nous partageons. Maintenant, respirez lentement et laissez votre attention se tourner vers l'intérieur, car ce que vous découvrirez n'est pas à l'extérieur. Cela a toujours été en vous, bien avant l'existence des villes modernes, avant que le monde ne soit rempli du bruit constant que nous considérons normal aujourd'hui. Avant que la science ne revendique le monopole sur ce qu'on peut appeler une connaissance valide, des êtres humains ont choisi de consacrer leur vie entière à une recherche qui n'avait ni laboratoire, ni instrument, ni méthodologie publiable dans aucune revue académique. Leur laboratoire était le silence, leur instrument l'attention nue, sans filtre, sans ordre du jour, sans aucune hypothèse préalable à confirmer. Et leur objet d'étude était quelque chose qui ne pouvait être vu de l'extérieur, car il se trouvait dans l'endroit le plus intime et inaccessible qui existe, à l'intérieur de l'expérience elle-même. Ces êtres ne vivaient pas aux mêmes endroits, ne parlaient pas les mêmes langues, ni n'appartenaient aux mêmes cultures, ni ne suivaient les mêmes traditions intellectuelles. Beaucoup ne savaient même pas que les autres existaient, et pourtant ils sont arrivés avec une cohérence qui défie toute explication basée sur la coïncidence, à des descriptions qui se correspondent entre elles avec une précision étonnante, comme s'ils avaient exploré le même territoire depuis des points d'entrée complètement différents, et avaient dessiné des cartes qui, bien qu'avec des noms différents et des symboles différents, décrivaient la même géographie. Les rishis de l'Inde ancienne, qui s'enfonçaient dans les forêts et les grottes pendant des décennies entières, qui renonçaient à tout confort et à tout divertissement pour diriger la totalité de leur attention vers l'intérieur. Ils transmettaient leurs découvertes dans les textes que nous connaissons aujourd'hui, sous le nom d'Upanishads, et ce qu'ils décrivaient avec leurs mots était quelque chose qu'ils appelaient Atman, la conscience pure qui est le témoin de toute expérience, sans être affecté par aucune présence qui ne naît pas avec le corps, ni ne meurt avec lui, qui n'augmente pas quand les choses vont bien, ni ne diminue quand les choses se compliquent, qui reste absolument invariable au milieu de tous les changements possibles de l'expérience humaine. Les moines zen du Japon médiéval, qui passaient des années assis en méditation face à des koans, ces questions impossibles à résoudre avec la logique ordinaire, comme quel est le son d'une seule main, arrivaient à travers ce processus exténuant à ce qu'ils appelaient Kensho ou Satori, une vision directe de leur propre nature qui dissolvait instantanément l'illusion d'être un moi séparé du reste de l'existence. Non pas une compréhension intellectuelle, mais une reconnaissance soudaine et complète qui réorganisait tout. Les maîtres soufis de l'islam médiéval qui utilisaient la poésie et la musique et le mouvement giratoire des derviches comme véhicule vers des états de conscience que l'esprit rationnel ne pouvait atteindre par ses propres moyens, décrivaient l'expérience de Fana, l'anéantissement de l'ego en présence divine, non comme un état d'inconscience, mais comme la reconnaissance la plus lucide possible de ce qu'ils croyaient être n'était qu'un voile sur ce qu'ils étaient réellement. Que l'identité individuelle, ce personnage qu'ils avaient construit, défendu et cultivé toute leur vie, n'était pas la réalité ultime, mais le seuil vers elle. Les contemplatifs du christianisme mystique, de Maître Eckhart dans l'Allemagne médiévale à Saint-Jean de la Croix dans l'Espagne du XVIe siècle, décrivaient l'union avec Dieu, non pas comme une rencontre entre deux entités séparées qui s'approchent de des distances différentes, mais comme la reconnaissance graduelle, et parfois soudaine, que la séparation n'avait jamais été réelle, que le chercheur et le cherché étaient depuis le début la même chose,
vus sous deux perspectives que l'ignorance avait maintenues artificiellement séparées. Les philosophes du taoïsme en Chine, les chamans des cultures amérindiennes, les kabbalistes du mysticisme hébreu, les maîtres du bouddhisme tibétain avec leur cartographie complexe des états de conscience, tous pointaient essentiellement vers la même chose, vers quelque chose qui sous-tend toute expérience possible, quelque chose qui est présent dans la peur et dans la joie, dans la douleur et dans le plaisir, dans la clarté et dans la confusion, sans être touché par aucun d'eux. Une conscience qui observe sans être observée, qui connaît sans être connue, qui illumine tout ce qui apparaît dans son champ, sans avoir besoin d'aucune source de lumière externe, car elle-même est la lumière. Et cette présence, disaient tous ces maîtres avec des voix différentes, mais avec une cohérence profonde qui ne peut être ignorée. Ce n'est pas quelque chose que l'être humain a besoin d'acquérir, ni de développer, ni de mériter. Ce n'est pas la récompense au bout d'un long chemin de pratique spirituelle. Ce n'est pas le privilège exclusif des saints, ni des génies, ni de ceux qui ont le temps de méditer des heures chaque jour. C'est ce que l'être humain est déjà à son niveau le plus fondamental. Niveau mental, la base sur laquelle toute expérience se produit, le champ dans lequel toute perception surgit et se dissout. La présence qui était là avant la première pensée et qui sera toujours là après la dernière. Le problème n'a jamais été l'absence de cette conscience. La conscience ne peut s'absenter, car c'est la condition même de toute expérience. Le problème fut et reste l'oubli. L'identification si complète, si continue, si profondément habituelle avec les contenus variables de l'expérience, avec les pensées qui circulent sans cesse, avec les histoires que l'on se raconte sur soi-même, avec les identités patiemment construites au fil des ans, que la présence qui les contient tous est complètement éclipsée, comme lorsque les nuages couvrent le ciel si densément que de la surface, il semble que le ciel a disparu. Non pas parce que le ciel a cessé d'exister, non pas parce qu'il s'est produit rien d'irréversible, mais parce que la vue d'en bas ne permet plus de voir ce qui est toujours là, inaffecté, attendant avec une patience qui n'est pas impatiente, car il n'a pas besoin que quoi que ce soit change pour être complètement ce qu'il est. Et alors se produit la confusion fondamentale que ces traditions décrivent uniformément, comme la racine de toute souffrance humaine. L'être humain commence à s'identifier aux nuages, commence à croire qu'il est les nuages, que lorsque les nuages sombres de la tristesse, de la peur ou de la honte arrivent, il est devenu sombre, triste, effrayé et honteux de façon définitive, si bien que lorsque les nuages de la joie, du succès ou de l'amour passent, il a perdu quelque chose d'essentiel, qu'il doit récupérer à tout prix. Et ainsi commence l'entreprise la plus épuisante et inutile qu'une vie humaine puisse entreprendre. La gestion permanente des nuages, tenter de chasser les sombres, tenter de retenir les lumineuses, vivre dans un état de tension perpétuelle face à quelque chose qui se meut selon ses propres lois, peu importe l'énergie investie pour le contrôler. La connaissance que ces traditions gardaient avec tant de soin, la connaissance qu'elles transmettaient de maître à disciple dans des conditions de silence et de confiance. Ce n'était pas une information sur l'univers extérieur, ce n'était pas une doctrine théologique, ni une cosmologie philosophique. Même si parfois elles utilisaient ces langages comme des enveloppes, c'était la carte du retour, la carte vers ce ciel, qui a toujours été présent, qui n'est jamais parti nulle part, qui n'a pas besoin d'être créé de zéro, mais uniquement reconnu non comme une idée, mais comme une expérience directe et irréfutable, une reconnaissance qui change tout, sans rien changer. Car ce qui change, ce ne sont pas les circonstances, mais la perspective depuis laquelle on les vit. Si ces mots éveillent quelque chose d'ancien en toi, écris maintenant, je me souviens de ce qui vit en moi. Et si tu ressens une résonance profonde, une sensation difficile, expliquée mais impossible à ignorer, tu peux offrir un super chat comme un geste conscient, comme celui qui alimente une flamme qui mérite de continuer à éclairer. Il y a un type de souffrance qui est différent de toutes les autres, différent de la douleur physique, qui a une cause localisable, et généralement, une résolution possible, différent du deuil d'une perte concrète qui suit l'arc naturel de l'émotion vers son intégration éventuelle, différent de la frustration face à un obstacle spécifique, qui peut être affronté par des actions déterminées. Cette souffrance est d'une autre nature. C'est diffus, persistant. Ça apparaît aux moments les plus inattendus, au milieu de conversations agréables, pendant des vacances bien méritées.
Dans les moments de calme qui devraient être de repos, ça n'a pas de cause claire à laquelle se référer pour pouvoir la combattre. Et c'est extraordinairement difficile à articuler, car ça n'a pas le langage clair de la douleur, ni la narration ordonnée du deuil. C'est simplement une sensation de fond, que quelque chose d'essentiel manque, non pas dans les circonstances externes, mais quelque part de plus profond et indéfinissable, comme une inquiétude que le divertissement apaise temporairement, mais qui revient au premier moment de silence, une soif que le succès n'étanche pas, même si l'on obtient exactement ce que l'on cherchait, une solitude qui peut se ressentir même au milieu de relations affectueuses, au milieu de fêtes bondées, au milieu de la vie la plus active et la plus connectée socialement on puisse imaginer. Les personnes qui vivent cela arrivent généralement à l'une des deux interprétations. La première est que quelque chose ne va pas chez elles, qu'elles sont trop exigeantes ou trop sensibles ou qu'elles ont un problème psychologique qui doit être corrigé ou qu'elles ne savent tout simplement pas être heureuses comme les autres semblent l'être. La seconde est que quelque chose ne va pas dans leurs circonstances, que si elles trouvaient le bon partenaire, le bon travail, le bon niveau de revenu correct, la bonne ville, le bon corps, la bonne famille, ce vide finit par et ainsi des années, parfois des décennies entières, s'écoulent, oscillant entre ces deux interprétations, modifiant les circonstances externes avec détermination et inventivité, travaillant sur les symptômes internes, avec honnêteté et effort, consultant des livres, des thérapeutes et des traditions spirituelles, sans jamais atteindre la véritable racine du problème. Car la véritable racine ne se trouve ni dans les circonstances, ni dans les symptômes psychologiques. La racine réside dans une confusion fondamentale quant à la nature de ce que l'on est, dans ce que les traditions contemplatives orientales appellent l'ignorance primordiale. Et il est important de comprendre ce que signifie ce mot dans ce contexte, car il n'a pas le sens péjoratif qu'il a dans l'usage quotidien. Non pas l'ignorance comme un défaut d'intelligence, ni comme un manque d'information, ni comme une faute morale. L'ignorance, au sens technique précis, de ne pas reconnaître ce que l'on est, de confondre ce que l'on n'est pas avec ce que l'on est, de prendre le contenu pour le contenant, la carte, le film projeté pour l'écran sur lequel il est projeté. Dès les premières années de vie, l'être humain reçoit des instructions très précises, bien que presque aucune d'entre elles ne soit explicite ou consciente, sur la manière de construire une identité fonctionnelle. On lui donne un nom, et il apprend que ce nom est lui. On lui décrit une histoire familiale, et il apprend que cette histoire le définit. On lui indique ses propres caractéristiques, ses aptitudes et ses défauts, ses rôles et ses attentes, et il apprend à les organiser tous dans un récit, plus ou moins cohérent qu'il appelle ma vie, ou mon histoire, ou simplement moi. Cette construction est nécessaire. C'est l'outil indispensable qui permet de fonctionner dans le monde social. Sans elle, aucune communication ne serait possible. Pas de contrat, pas d'engagement, pas de relation durable dans le temps. Le problème n'a jamais été l'existence de cette identité. Le problème est l'identification exclusive avec elle. La croyance implicite, rarement remise en question, car rarement, on prend conscience que c'est tout ce que l'on est. Car lorsque l'être humain s'identifie exclusivement à cette construction mentale et sociale, qui est l'identité de l'ego, il hérite automatiquement de tout le système de menaces qui l'accompagne. Si je suis mon histoire, tout ce qui menace mon histoire me menace existentiellement. Si je suis ma réputation, tout jugement négatif est une blessure qui touche le cœur de ce que je suis. Si je suis mes réalisations, chaque échec n'est pas un faux pas passager, mais une amputation de ma valeur en tant qu'être. Si je suis mes relations, chaque perte est dans une certaine mesure une mort partielle de moi-même. Si je suis mon corps, chaque maladie, chaque signe de détérioration, et surtout la perspective de la mort, sont des menaces absolues contre lesquelles il n'y a pas de défense définitive possible. La peur sous toutes ses formes et tous ses déguisements, l'anxiété, l'insécurité, le besoin compulsif d'approbation, la difficulté à l'intimité authentique, l'impossibilité de se reposer dans le simple fait d'exister sans être constamment pesant, réalisant ou démontrant quelque chose. Tout cela est l'expérience inévitable de quelqu'un qui a réduit son identité à quelque chose de fragile, limité,
temporaire. L'anxiété chronique qui caractérise l'expérience de tant de personnes dans le monde contemporain n'est pas apparue de nulle part comme un accident évolutif malheureux. C'est la réponse logique et parfaitement cohérente de quelqu'un qui essaie de protéger quelque chose qu'au fond, il perçoit comme ne pouvant être protégé définitivement. Qu'au fond sait, même s'il ne l'articule pas avec des mots, que tout ce qu'il croit être est sujet au changement, à la détérioration, à la perte, et que par conséquent, la tâche de maintenir ce moi intact et protégé et valorisé est une entreprise sans fin, épuisante par nature, possible à compléter satisfaisamment. Mais ici apparaît quelque chose de profondément encourageant. C'est que cette souffrance, à la différence de nombreuses formes de douleur humaine, n'est pas le destin permanent ni inévitable de l'être humain. Ce n'est pas une condition qu'il faut apprendre à gérer ou avec laquelle il faut apprendre à vivre. C'est le symptôme direct et précis d'une confusion qui peut être défaite, non par la force de volonté, ni par la discipline mentale, ni par aucune technique de modification du comportement, mais par la reconnaissance directe, expérientielle, actuelle, de ce que l'on est, de l'identité construite. Quand quelqu'un expérimente, ne serait-ce qu'un instant, la présence silencieuse qui observe tous les contenus de son expérience, sans en être aucun, quelque chose change dans la structure de sa souffrance, à un niveau qu'aucune analyse ni thérapie ne peut atteindre directement. Toutes les difficultés ne disparaissent pas immédiatement. Les schémas conditionnés ne s'effacent pas du jour au lendemain. Les blessures du passé ont toujours besoin de guérir. Circonstances extérieures restent ce qu'elles sont. Une référence interne différente apparaît. Même le lieu de repos qui ne dépend pas de changements extérieurs pour être accessible. Une stabilité qui n'a pas besoin d'être construite avec effort, car ce n'est pas une conquête, mais une reconnaissance. Et cette référence, une fois trouvée, même brièvement, change la direction de toute recherche ultérieure. Car on ne cherche plus à l'extérieur. Ce qu'on a reconnu, ne pouvoir trouver qu'à l'intérieur. Si tu as déjà senti qu'il y a quelque chose de plus en toi, quelque chose que tu cherches à te rappeler plus qu'à trouver, écris maintenant. Je suis prêt à me souvenir. Et si ces mots touchent une partie profonde de ton âme, tu peux soutenir ce message avec un super chat. Un échange énergétique conscient, comme un moyen de maintenir vivant cet enseignement qui mérite de continuer à circuler. Il existe une expérience de pensée que les philosophes et les maîtres contemplatifs ont proposée de diverses manières à travers l'histoire, une expérience qui semble simple quand elle est énoncée, et qui produit, lorsqu'elle est menée avec honnêteté et suffisamment de profondeur, une perturbation qui ne peut être ignorée, la perturbation de celui qui voit s'effondrer une certitude qui n'a jamais été remise en question. L'expérience est la suivante. Essaie de trouver le moi, pas l'idée du moi, pas les pensées sur le moi, pas les souvenirs qui constituent l'histoire du moi, ni les attentes concernant son futur. Le moi lui-même, cette entité que tu crois être, cet être qui est derrière tout ce que tu expérimentes et qui a des pensées, ressent des émotions, prend des décisions, et a un passé dont il se souvient, et un futur qu'il anticipe. Cherche-le directement, pas avec l'esprit théorise, mais avec l'attention qui observe. Où est-il exactement? Quelle forme a-t-il? De quoi est-il fait? A-t-il des limites? A-t-il un emplacement précis à l'intérieur du corps, en dehors de celui-ci? Tu peux le désigner du doigt, ou avec ton attention, de la même manière que tu peux désigner tout autre objet d'expérience. Et alors quelque chose de déconcertant se produit. Quand tu cherches le moi avec suffisamment de soin et d'honnêteté, quand tu essaies vraiment de le trouver au lieu de simplement supposer qu'il est là, ce que tu trouves, c'est que tu ne peux pas le trouver. Non pas dans le sens où il existerait mais se cacherait, mais dans le sens où, peu importe où tu regardes, peu importe la direction que tu explores avec ton attention, peu importe le nombre de couches que tu pèles dans ta recherche, il n'y a rien là qui ait la consistance et la solidité que le moi a toujours promis d'avoir. Tu peux trouver des pensées, des sensations corporelles, des émotions, des images, des souvenirs, des anticipations et des récits, mais le moi qui est censé posséder tout cela, le moi qui était censé être là, comme le propriétaire et l'administrateur de toutes ces expériences,
n'apparaît nulle part comme un objet séparable de ses expériences elles-mêmes. David Hume était un Écossais du XVIIIe siècle, dont l'honnêteté intellectuelle l'a conduit à des conclusions qui ont profondément perturbé la philosophie occidentale. Il est arrivé exactement à cela par l'analyse introspective et l'a consigné avec une clarté qui ne laisse aucune place au malentendu. Quand je pénètre plus intimement dans ce que j'appelle moi-même, écrivit-il, je tombe toujours sur une perception particulière, chaleur ou froid, lumière ou ombre, amour ou haine, plaisir. Je ne peux jamais me saisir sans une perception, et je ne peux jamais observer autre chose que la perception. C'est extraordinaire. Un philosophe occidental du XVIIIe siècle, sans aucune influence directe du bouddhisme, du Vedanta ou de toute autre tradition contemplative orientale, parvenant par ses propres moyens exactement à la même conclusion que les maîtres bouddhistes avaient atteinte des siècles auparavant par la méditation directe. Les maîtres bouddhistes ont appelé cette découverte Anatman, la doctrine du non-soi, et il est crucial de comprendre ce que cela signifie exactement, car il est facile de le mal interpréter de manière qui le rende effrayant ou nihiliste, alors qu'en réalité, cela mène à quelque chose de profondément libérateur. Anatman n'est pas la doctrine selon laquelle vous n'existez pas. Ce n'est pas l'affirmation qu'il n'y a personne ici, mais l'affirmation plus précise que ce qui existe n'est pas ce que vous pensiez que c'était. Ce qui existe n'est pas un soi solide, permanent, indépendant, situé quelque part de spécifique dans le corps ou l'esprit. Ce qui existe est un flux d'expériences, un fleuve de perceptions, de pensées, de sensations et d'émotions qui coule continuellement et sans interruption, sans qu'il y ait de propriétaire séparé de ce flux qui le posséderait. Le soi n'est pas la rive d'où l'on observe le fleuve. Le soi est le fleuve lui-même racontant une histoire sur une rive qui existe en dehors de lui. C'est un récit que l'esprit construit continuellement à partir de la mémoire et de l'anticipation, connectant les moments passés et futurs en une ligne qui semble continue et cohérente, qui semble être l'histoire de quelqu'un, mais qui est en réalité une reconstruction permanente, un récit qui se recrée à chaque instant à partir des matériaux disponibles à ce moment. Et que le récit est réel, dans le sens où il a des effets réels. Il influence les décisions, façonne les relations, produit des expériences émotionnelles authentiques, mais il n'est pas réel, dans le sens de pointer vers une entité permanente et indépendante qui existerait en dehors de lui. Comme le personnage d'un roman est réel, car il produit des émotions chez le lecteur et a des effets sur la narration, mais il n'existe pas en dehors des pages qui le contiennent. Or, si le moi que tu crois être est une construction narrative, alors ses caractéristiques ne sont pas fixes de la manière dont elles semblent l'être. Ses limitations ne sont pas aussi absolues qu'elles le paraissent. Ses peurs ne sont pas aussi inévitables qu'elles le semblent quand on les vit de l'intérieur. Ce qu'une narration a construit, une narration différente, une perspective différente, un niveau de compréhension différent, peut le transformer. Et plus profondément encore, si le moi est une construction, alors il y a quelque chose qui a construit cette construction et qui la soutient. Quelque chose qui lui est antérieur, quelque chose qui rend possible toute expérience, y compris l'expérience d'être un moi. Quelque chose qui était présent avant que l'histoire ne commence et qui le restera quand l'histoire arrivera à sa conclusion naturelle. Cette chose est ce que toutes les traditions contemplatives désignent lorsqu'elles parlent du témoin, de la conscience pure, de l'Atman, de la nature de Bouddha, de l'être sans attribut. Non pas comme un moi plus grand ou plus élevé qui remplacerait le petit moi dans la même structure, mais comme l'absence radicale de moi qui s'avère paradoxalement plus réelle, plus vivante, plus lumineuse que n'importe quel moi. Le vide qui n'est pas vide de quelque chose d'important, mais libéré de ce qui n'a jamais été essentiel. Quand quelqu'un commence à intuire cela, quand la fissure dans l'identité qu'il croyait être s'ouvre, même légèrement, ce qui peut initialement être ressenti comme un vertige, une perte, comme si le sol disparaissait sous les pieds, se transforme progressivement en quelque chose de complètement inattendu. Cela se transforme en soulagement. Le soulagement de ne pas avoir à être ce personnage tout le temps. Le soulagement profond et presque physique de ne pas avoir à défendre constamment quelque chose qui, au fond, n'a jamais pu se défendre de manière définitive. Le soulagement de découvrir que ce que l'on est au niveau le plus profond
n'a pas besoin de défense parce qu'il ne peut être perdu, car il ne peut être attaqué. Il n'a pas besoin de validation, car il ne dépend de l'approbation de personne pour être pleinement ce qu'il est. Il ne peut être perdu, car il n'a été acquis à aucun moment, mais a toujours été là comme la condition même de toute expérience possible. Si vous avez déjà senti que votre identité n'est pas tout ce que vous êtes, écrivez maintenant « Je ne suis pas seulement mon histoire ». Si cette découverte remue quelque chose de profond en vous, si vous sentez que cet enseignement mérite de perdurer, vous pouvez soutenir cet espace via un super chat, comme un acte conscient de soutien à cette compréhension que nous partageons. Il y a une distinction qui semble minime lorsqu'on l'entend pour la première fois, qui peut sonner comme un jeu de mots philosophique sans conséquences pratiques, mais qui, une fois comprise avec la profondeur qu'elle mérite, change absolument tout. La distinction entre avoir conscience et être conscience. Dans le langage ordinaire, dans la façon dont presque tout le monde parle de son expérience intérieure, la conscience est traitée comme une propriété de l'être humain, comme quelque chose que l'être humain possède de la même manière qu'il possède un corps, un nom et une histoire. On dit que les êtres humains sont des êtres conscients, qu'ils ont des expériences conscientes, que, comparés à une roche ou à un thermostat, ils possèdent quelque chose appelé conscience, ce qui les rend qualitativement différents. Tout ce langage fait de la conscience un objet, comme quelque chose qui existe à l'intérieur de l'être humain, comme une qualité qui lui appartient, et qui pourrait en principe être perdue, diminuée ou augmentée. Et cette façon de parler, qui semble si naturelle et inoffensive, reflète et en même temps renforce une confusion fondamentale sur la structure réelle de l'expérience. Car si vous examinez honnêtement et avec suffisamment d'attention la structure de votre propre expérience à cet instant précis, pendant que vous écoutez ces mots, si vous regardez directement ce qui se passe sans rien tenir pour acquis, vous trouverez quelque chose qui inverse complètement cette relation. Les pensées apparaissent dans la conscience, pas la conscience dans les pensées. Les sensations corporelles apparaissent dans la conscience, pas la conscience dans les sensations. Les émotions apparaissent dans la conscience. Les souvenirs apparaissent dans la conscience. Les perceptions sensorielles, les sons qui vous parviennent via l'audio de cette vidéo, les images de l'environnement qui vous entoure, la température que vous ressentez sur votre peau, tous apparaissent dans le champ de la conscience. Même l'idée d'être un moi, même le sentiment d'être quelqu'un de spécifique situé dans un corps spécifique, à un moment précis. Cette même expérience apparaît dans la conscience comme n'importe quel autre contenu. Il n'y a rien que vous puissiez expérimenter qui n'apparaisse pas dans ce champ. Rien ne peut être expérimenté en dehors de lui, car l'expérience elle-même est la conscience rencontrant ses propres contenus. Cela signifie que la conscience n'est pas à l'intérieur de l'être humain, comme l'eau est à l'intérieur d'un verre. L'être humain, tel qu'il est expérimenté de l'intérieur, est à l'intérieur de la conscience. Le corps apparaît en elle. Les pensées apparaissent en elle. La sensation d'être une personne avec une histoire, un nom et des caractéristiques personnelles apparaît en elle, comme toute autre expérience. Et si tout ce que tu es capable d'expérimenter apparaît dans la conscience, alors la question la plus fondamentale à se poser n'est pas qu'y a-t-il dans ma conscience, mais qu'est-ce que je suis par rapport à elle? Suis-je le contenu qui apparaît dans ce champ? Ou suis-je le champ lui-même? Suis-je les vagues ou suis-je l'océan? Et la réponse que les traditions contemplatives les plus profondes offrent constamment, la réponse que l'investigation directe de sa propre expérience confirme lorsqu'elle est menée avec suffisamment de soin et d'honnêteté, est déconcertante par sa simplicité. Il n'y a pas de soi séparé de la conscience qui la posséderait. Donc, la conscience n'appartient à personne car personne n'existe séparément d'elle. C'est l'espace où tout apparaît, le champ où toute expérience surgit et se dissout, y compris les corps, y compris les esprits, y compris la sensation d'être un soi qui observe tout le reste d'un point de vue privilégié. Dans le Vedanta Advaita, la tradition non-duelle de l'Inde, qui a exploré cette question avec plus de précision technique et de rigueur conceptuelle que toute autre tradition connue, cela s'exprime dans la formule « Tattvam Asi ». Oui, cela c'est toi. Tu n'es pas le corps, tu n'es pas l'esprit, tu n'es pas l'histoire personnelle. Tu es cela. Cette conscience qui contient tout, cette présence qui illumine tout sans être illuminée par rien extérieur, car elle est la lumière même. Ce témoin qui observe tout, sans pouvoir être réduit à un objet d'observation, car elle est l'observation même, avant qu'elle ne se divise,
en observateur et observé. Et Nisargadatta Maharaj, l'un des maîtres les plus directs et les plus lucides que cette tradition ait produit au XXe siècle, le disait d'une manière qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Ce qui naît et meurt est le corps. Ce qui ressent plaisir et douleur est l'esprit. Mais tu es ce en quoi le corps et l'esprit apparaissent. Tu es le témoin des deux. Et le témoin ne naît ni ne meurt, ne souffre ni ne jouit. Il connaît simplement. Il est simplement. Ramana Maharshi, un autre des grands maîtres du Vedanta du XXe siècle, proposait une pratique aussi simple dans son énoncé que profonde dans son application, l'auto-investigation. La question émerge d'une présence silencieuse et impersonnelle, antérieure à toute identité. Et quand cela est compris, non pas comme une idée philosophique qui s'ajoute à la collection d'idées que l'on a déjà, mais comme une expérience directe, même si ce n'est que pour un instant fugace qui peut à peine se maintenir, le monde que je connaissais se réorganise complètement, pas l'effet du monde, pas les circonstances externes qui restent exactement ce qu'elles sont, mais la relation avec tout cela. Car celui que je croyais être, ce moi petit et limité qui vivait en tension permanente entre ce qu'il voulait et ce qu'il avait, entre ce qu'il craignait de perdre et ce qu'il espérait gagner, entre ce que les autres pensaient de lui et ce qu'il pensait de lui-même. Même, ce moi se révèle comme une vague qui a confondu sa nature de vague avec quelque chose de séparé de l'océan qui la génère. La vague est réelle. La vague est véritablement ce qu'elle est. Mais ce que la vague est dans sa nature plus profonde, ce n'est pas la forme qu'elle a en ce moment, mais l'océan qui s'exprime à travers cette forme. Et l'océan n'a jamais été quelque chose de différent de la vague. Il a toujours été la vague, s'exprimant comme océan, et l'océan s'exprimant comme vague. La conscience est ce que tu es quand tu cesses de te définir uniquement par les contenus qui apparaissent en toi. De la même manière que l'océan est ce que la vague est quand elle cesse de se définir uniquement par sa forme particulière en un instant. Si cette vérité commence à te sembler réelle, non pas comme un concept, mais comme quelque chose que tu reconnais. Écris maintenant, je suis la conscience qui observe. Illumine quelque chose de profond en toi. Tu peux soutenir cet espace avec un super chat, comme un geste conscient pour soutenir cet enseignement, et lui permettre d'atteindre plus d'âmes qui la recherchent. Il y a une différence fondamentale entre lire sur l'eau et se mouiller, entre étudier avec toute la minutie du monde les cartes d'une ville et marcher réellement dans ses rues par un après-midi pluvieux, entre comprendre intellectuellement une description détaillée du goût du café et porter la tasse à ses lèvres dans un moment de silence. Tout ce qui a été exploré dans ce voyage, jusqu'à présent, a été une préparation, a été la carte, a été la description, a été le signe qui pointe vers la lune, mais qui n'est pas la lune, et la carte n'est pas le territoire. Et le signe qui pointe n'est pas ce qui est désigné, et la description la plus précise et la plus belle du goût ne nourrit ni ne rassasie. Ce que tu es sur le point de faire est différent de tout ce qui précède. Ce n'est pas un exercice de visualisation, ni une technique de relaxation, ni aucun type de pratique qui exigerait d'atteindre un état spécial que tu n'as pas normalement. Il ne demande pas de croire en quoi que ce soit de spécifique, ni d'adopter une position doctrinale. Il ne demande pas d'avoir médité avant, ni d'avoir d'expérience dans une tradition contemplative. C'est simplement une invitation à regarder directement ce qui se passe déjà dans votre expérience en ce moment même, avec plus de clarté, avec moins d'interférences des habitudes de l'esprit, avec l'honnêteté de celui qui est réellement disposé à voir ce qui est là, au lieu de confirmer ce qu'il croit déjà. La première chose nécessaire n'est pas d'agir, mais de lâcher la tendance à agir. Il y a une habitude profondément enracinée dans l'esprit humain, que l'on pourrait appeler l'impulsion de gestion, la tendance constante et involontaire à évaluer ce qui se passe à chaque instant, de le classer comme bon ou mauvais, d'essayer de l'amplifier quand il semble positif, ou de tenter de le réduire ou de l'éliminer quand il semble négatif. Cette impulsion opère de manière quasi continue et presque complètement automatique. C'est si omniprésent que la plupart des gens le confondent avec ce que signifie être éveillé, penser ou bien fonctionner. Et c'est précisément cette impulsion, ce mouvement perpétuel d'évaluation et de gestion, qui empêche l'expérience du témoin. Car le témoin ne gère pas. Le témoin n'a pas une préférence sur ce qui apparaît.
Le témoin est simplement présent avec ce qui est. Observe simplement. Donc le premier mouvement de cette pratique n'est pas de supprimer cette impulsion de gestion, n'est pas de le combattre, de le discipliner ou de le chasser, c'est simplement de le remarquer quand il apparaît, le reconnaître, le voir pour ce qu'il est, un contenu de plus qui apparaît dans le champ de ton expérience. Le remarquer avec la même équanimité, détachée avec laquelle tu remarquerais le son d'un avion qui passe au-dessus de la maison. Quelque chose qui se produit dans le champ de ton expérience, sans que tu aies besoin d'y faire quoi que ce soit, sans que cela ne change rien de fondamental à ce que tu observes. Une fois que tu as commencé à établir cette relation d'observation équanime envers l'impulsion de gestion elle-même, quelque chose dans le champ de ton attention commence à changer de manière subtile, mais perceptible. Il commence à y avoir plus d'espace entre les événements de l'expérience. Une légère ouverture, une petite mais réelle diminution de la pression habituelle. Et dans cet espace, quelque chose devient possible, qui, dans l'état ordinaire de tension et de gestion continue, était beaucoup plus difficile. Observer les contenus de l'expérience avec clarté, sans être emporté par eux. Les pensées qui circulent en ce moment, observe-les, sans les suivre, sans nager derrière elles pour voir où elles mènent, sans les évaluer comme importantes ou insignifiantes. Elles sont comme des poissons qui passent dans le champ visuel d'un plongeur immobile au fond de la mer. Elles apparaissent dans ton champ de conscience. Ils le traversent, disparaissent quelque part à l'horizon intérieur, sans qu'il soit nécessaire de les suivre ou d'en faire quoi que ce soit. Les sensations corporelles que vous pouvez ressentir maintenant, la pression du siège ou du sol sous votre corps, la température de l'air sur votre peau, toute tension ou confort que vous pourriez ressentir quelque part dans votre corps, observez-les avec la même équanimité. Ce sont des phénomènes qui apparaissent dans le champ de votre conscience, qui changent continuellement. Ils ont leur propre vie. Ils n'ont pas besoin d'être modifiés ni jugés pour que l'observation soit valide. Les émotions, s'il y en a une présente en ce moment, une légère anxiété peut-être, de la curiosité ou du calme, ou toute autre texture émotionnelle est active. Laissez-la être exactement comme elle est. N'essayez pas de la changer vers quelque chose de plus positif, ni de l'approfondir pour voir ce qu'elle contient. Observez-la comme vous observeriez le temps. Quelque chose qui se passe dans le ciel, sans que le ciel n'ait besoin de rien faire pour être pleinement ce qu'il est. Lorsque vous aurez établi cette relation de présence équanime avec les contenus d'expérience, il y a un mouvement supplémentaire qui va plus profond que tout ce qui précède. C'est le mouvement que les maîtres zen décrivent, avec l'image de retourner la lumière vers l'intérieur. Ne cherchez pas à l'extérieur, ne cherchez pas dans les contenus, mais tournez votre attention vers ce qui permet à tous que tous ces contenus soient perçus, non pas vers un objet en particulier, mais vers l'espace dans lequel tous les objets apparaissent. Au lieu d'observer ce qui apparaît, essaie d'observer ce qui observe. Ne cherche pas une image de cela, car cela n'a pas de forme visible. Ne cherche pas une sensation de cela, car c'est antérieur à toute sensation. Tu diriges simplement ton attention vers cette direction, et reste avec la question la plus honnête que tu puisses formuler en ce moment. Qu'est-ce qui est conscient de tout cela? Qu'est-ce qui sait qu'il y a des pensées? Qu'est-ce qui sait qu'il y a des sensations? Qu'est-ce qui est présent au milieu de tout ce flux changeant d'expérience? Qu'est-ce qui était là avant que tu ne commences à écouter ces mots? Et qu'est-ce qui sera toujours là quand tu auras oublié tout ce qui y a été dit? Reste avec cette question sans essayer d'y répondre avec des mots, sans essayer de capturer la réponse dans un concept, une image ou une description. La réponse à cette question ne vient pas sous forme de pensée. Elle ne peut pas venir sous forme de pensée car ce que tu cherches est ce qui précède toutes les pensées. Elle vient sous la forme d'une reconnaissance silencieuse, qui ne peut être entièrement capturée par aucune description verbale, mais que celui qui l'expérimente, ne serait-ce qu'un instant, reconnaît immédiatement comme quelque chose de qualitativement différent de tout autre type de connaissance. C'est la connaissance qui connaît sans objet distinct, la conscience consciente d'elle-même sans médiation. L'observateur se découvre comme l'observation, sans observateur séparé pour l'observer. C'est le silence, non pas une absence de son, mais la profondeur d'où tout son émerge, et où tout son retourne. Restez-y aussi longtemps que possible,
autant que c'est authentique. La durée n'a pas d'importance. Il n'y a pas de durée minimale pour que ce soit valide. Ce qui compte n'est pas combien de temps vous pouvez vous maintenir dans cette direction, mais l'authenticité du contact. Car un instant de contact réel avec ce que vous êtes au niveau le plus profond transforme plus que des heures de pratique faites avec effort et technique. Si vous vivez cette expérience en écoutant, si vous ressentez une quiétude différente de l'ordinaire, écrivez maintenant « Je demeure le témoin ». Et si cette expérience résonne intensément en vous, vous pouvez contribuer avec un super chat comme un geste énergétique conscient, comme une façon d'honorer ce moment de contact avec ce qui a toujours été là. L'une des conséquences les plus transformatrices, lorsque la reconnaissance de notre nature de conscience s'installe, non pas seulement intellectuellement, mais comme une référence expérientielle, vivante et accessible, est la transformation fondamentale de la relation aux autres. Non comme un changement d'attitude qu'on décide d'adopter consciemment, ni comme l'application d'un principe spirituel sur l'unité de l'existence qu'on n'avait pas considéré auparavant, mais comme une transformation organique dans la façon de percevoir les autres depuis l'intérieur même de l'expérience. Car si la conscience n'est pas encapsulée dans un individu, si ce n'est pas une propriété que chaque personne possède de manière exclusive et séparée, comme elle possède ses souvenirs ou son nom, mais le champ dans lequel tous les individus apparaissent, alors la séparation entre toi et les autres, même si elle reste complètement fonctionnelle et nécessaire au niveau pratique, n'est plus absolue au niveau essentiel. C'est exactement comme les vagues de l'océan. Chaque vague est véritablement différente de toutes les autres. Elle a sa propre forme, sa propre hauteur, sa propre vitesse, sa propre façon de se briser sur le rivage. Il n'y a pas de vague identique, et personne, ayant observé la mer, attentivement, ne le nierait. Et pourtant, vague est faite de quelque chose de différent de l'océan. Il n'y a pas d'endroit où une vague se termine. Et l'océan commence comme si c'était deux substances distinctes, en contact. La vague et l'océan se déplaçant de cette manière particulière à ce moment particulier. La vague ne possède pas l'océan, la vague est l'océan. Et l'océan n'a jamais cessé d'être l'océan en devenant vague. Quand cela s'applique non pas comme une métaphore poétique, mais comme une description authentique de la structure de l'expérience relationnelle, ce qui émerge a d'énormes conséquences pratiques qui se manifestent dans la vie quotidienne de manière concrète et vérifiable. La compréhension que les personnes qui apparaissent dans ta vie ne sont pas complètement externes à ce que tu es, sont des expressions de la même conscience que tu es, se manifestant à travers des configurations de conditionnement, d'histoires personnelles, de circonstances et de tempéraments complètement différents, comme des personnages dans une pièce qui partagent la même scène, bien que chacun vive son propre drame, avec toute la gravité et toute l'intensité que le drame exige. Il y a une pratique qui apparaît dans diverses traditions contemplatives et qui devient naturellement compréhensible de ce point de vue. Elle consiste à utiliser les réactions émotionnelles intenses envers d'autres personnes, comme des miroirs de notre propre intériorité, quand quelqu'un te irrite profondément, quand une caractéristique d'une autre personne génère en toi une charge émotionnelle, clairement disproportionnée par rapport à ce que la situation objective semblerait justifier. Quand le comportement de quelqu'un active en toi une intensité de réponse que toi-même trouves excessive ou difficile à contrôler. Cette intensité n'est pas seulement une information sur l'autre personne, c'est une information sur toi. Généralement, elle pointe vers quelque chose qui est actif dans ta propre psyché, quelque chose qui n'a pas été reconnu, ni intégré, quelque chose que l'autre reflète, avec une clarté qui est inconfortable, précisément parce qu'elle est trop proche. Parce que ce qui nous perturbe le plus, chez les autres, est souvent ce que nous ne pouvons pas tolérer de reconnaître en nous-mêmes. La colère que tu condamnes chez l'autre peut être le miroir de la colère que tu nies en toi-même. L'arrogance que tu trouves insupportable chez quelqu'un peut pointer vers une arrogance différente qui vit en toi sous un autre nom. La faiblesse que tu méprises chez les autres peut être le reflet exact de la faiblesse que tu crains le plus en toi-même. Ceci, non comme une accusation, mais comme une invitation, non pour te blâmer, mais pour te connaître, pour voir dans le miroir que les autres t'offrent une image de toi qu'aucun miroir physique ne peut montrer. De même, ce que tu admires le plus chez les personnes qui t'inspirent une admiration sincère,
celle qui n'a pas le goût de l'envie mais de la reconnaissance, n'est pas totalement extérieure à toi. Non pas au sens naïf que tu serais déjà ce que tu admires en elle, mais au sens précis où tu reconnais en elle quelque chose qui résonne avec une possibilité, endormie ou latente, en ton propre être. L'admiration sincère a toujours cette qualité particulière de reconnaissance. Tu sens que ce que tu vois chez cette personne te parle de quelque chose qui t'appartient aussi, même si tu ne l'as pas encore exprimé. Comme si la rencontre avec cette personne était un rappel de ce que tu es capable d'être quand les couches de peur et d'habitude s'amincissent suffisamment. Quand cette compréhension commence à s'installer dans la manière de se relier aux autres, la qualité des relations change de manière profonde et parfois surprenante. Les conflits ne disparaissent pas, les différences ne s'effacent pas, friction inhérente à la coexistence humaine continue d'exister avec toute leur complexité. La charge existentielle qui leur est ajoutée, le poids de la menace, la sensation que chaque conflit met en péril quelque chose de fondamental de ce que tu es, diminue de manière notable, car tu n'es plus en relation avec un autre complètement séparé et potentiellement menaçant, dont les actions et les jugements ont le pouvoir de déterminer ta valeur, ta sécurité ou ton bien-être fondamental. Tu es en relation avec une autre expression de ce que tu es au niveau le plus profond. Et cette différence, bien qu'il ne résolve automatiquement aucun conflit spécifique, ni n'élimine aucune difficulté pratique, il change le terrain sur lequel tous les conflits surviennent. L'amour, sous cet angle, n'est pas principalement un sentiment qui apparaît et disparaît selon les circonstances. C'est une reconnaissance. La reconnaissance de sa propre essence en l'autre transforme. Le moment où la conscience se voit elle-même dans le miroir de l'autre, et ce qu'elle voit lui est familier d'une manière qu'aucune histoire partagée ne peut expliquer entièrement. Et la compassion n'est pas principalement une vertu cultivée par l'effort moral, ni une posture adoptée consciemment envers celui qui souffre. C'est la réponse naturelle, spontanée de quelqu'un qui reconnaît dans la souffrance de l'autre le même mouvement d'oubli et de quête qu'il connaît en lui-même, la même confusion fondamentale, la même soif de quelque chose qu'il ne sait nommer, le même être cherchant à se rappeler ce qu'il fut toujours. C'est la compréhension à laquelle tendaient les traditions contemplatives quand elles parlaient de l'unité de toute l'existence. Non pas une unité qui efface les différences et transforme tout en une sorte d'homogénéité, sans texture ni couleur, mais une unité qui sous-tend toutes les différences, sans les nier, qui les contient, sans les réduire à moins que ce qu'elles sont. L'océan qui est complètement réel, même si sont aussi complètement réelles toutes les vagues. Si tu as déjà senti que tout est connecté d'une manière que les mots ne arrivent à décrire, écris maintenant, reflet en tout. Et si ce message éveille une compréhension profonde en toi, tu peux soutenir cette communauté avec un super chat comme une façon consciente d'étendre cette vibration partagée. Maintenant, reste en silence un instant. Respire, sens ta présence, pas la présence d'un moi qui a besoin d'être protégé, amélioré, complété ou validé. La présence qui était déjà là avant que tu ne commences à écouter ces mots. La présence qui sera toujours là quand cette vidéo se terminera et que le bruit ordinaire de l'esprit reviendra occuper l'espace qui s'est momentanément ouvert. La présence qui a été avec toi à chaque instant de ta vie, sans exception, dans les moments de joie et dans les moments d'obscurité, les moments de clarté et dans les moments de confusion la plus dense, dans les moments où tu te sentais pleinement vivant et dans les moments où tu pouvais à peine continuer, elle était toujours là, sans avoir besoin de rien de ces moments pour être pleinement ce qu'elle est. Ce que tu as exploré aujourd'hui n'est pas une nouvelle information qui s'ajoute à ce que tu savais déjà. C'est la reconnaissance de quelque chose qui a toujours été présent, mais que le bruit constant de l'esprit ordinaire, occupé à évaluer, gérer, planifier et s'inquiéter, rendait invisible. L'observateur que tu es n'est pas né quand tu es né. Il ne change pas quand tes circonstances changent. Il ne diminue pas quand tu souffres. Il ne gagne pas en succès. Il ne devient pas plus sage quand tu apprends de nouvelles choses, ni plus ignorant quand tu les oublies. Il est antérieur à tout cela. Il est plus profond que tout cela. Et c'est au niveau le plus essentiel que tu peux être complètement libre, pas libre des circonstances. Car les circonstances resteront ce qu'elles sont, libres à l'intérieur de elles, libres au milieu d'elles, libres comme le ciel qui est libre, par rapport à tous les nuages qui le traversent.
sans qu'aucun d'eux ne puisse affecter le moins du monde la nature du ciel. Cette chaîne est un espace pour ceux qui commencent à se souvenir de ce qu'ils ont toujours su, pour ceux qui sentent que la vie est plus profonde et plus vaste que ce que la surface révèle, pour les âmes qui ont pressenti que leur quête intérieure ne peut être satisfaite par aucun objet externe, et qui sont prêtes à regarder honnêtement dans la seule direction où la réponse peut vraiment se trouver. Si ce voyage a résonné en toi, si quelque chose de ce que tu as entendu aujourd'hui a ébranlé une certitude que tu croyais inébranlable, ou a allumé une possibilité que tu ne t'étais jamais permis d'envisager, alors quelque chose s'est produit qui ne peut pas être facilement défait. Car une fois que l'observateur s'est vu lui-même, ne serait-ce que pour un instant éphémère, quelque chose dans la structure de l'illusion s'est affaibli de manière à ne pas être facilement réversible. Abonne-toi et marche aux côtés de cette communauté d'âmes qui choisissent pas à pas vivre depuis la profondeur, au lieu de la surface. Et si tu souhaites soutenir cet espace, tu peux le faire avec un super chat comme un geste conscient, pour que cette lumière continue d'atteindre ceux qui la cherchent, sans savoir encore où regarder. Emporte avec toi cette vérité simple, elle, et absolue. Tu n'es pas ce qui se passe, tu es ce qui observe.